Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce lundi 7 février, j'étais l'invité de LCI pour un débat qui portait sur plusieurs sujets. D'abord sur la situation en Ukraine et le déplacement d'Emmanuel Macron en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine. Et ensuite, nous avons parlé du pouvoir d'achat. Et là, pour une fois, j'ai pu dérouler un certain nombre de propositions dans un calme assez complet et je trouve que ça fait du bien. Vraiment, c'était un débat, je pense, qui va beaucoup vous intéresser. J'ai parlé des retraites, j'ai parlé du SMIC, j'ai parlé du minimum vieillesse, j'ai parlé des impôts, j'ai parlé du rétablissement de l'ISF. Bref, j'ai parlé d'un certain nombre de propositions qui permettraient d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. Je vous laisse regarder ça et comme toujours, je vous retrouve à la fin. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche si la vidéo vous plaît. Place au débat politique sur LCI ce matin avec nous Constance Le Grip. Bonjour. Bonjour. Députée LR des Hauts-de-Seine, membre du bureau politique des Républicains. Nous sommes aussi avec Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Président des Patriotes, candidat à l'élection présidentielle également. Antoine Léaumont est également avec nous. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Et puis tout à l'heure, c'est Frédéric de Crozaille qui va nous rejoindre. Député La République En Marche du Val-de-Marne. Florian Philippot, il doit y aller en Russie, Emmanuel Macron. Et pour faire quoi ? Oui, il doit y aller, mais le problème, c'est qu'on a appris qu'il avait passé un coup de fil de 45 minutes à Joe Biden juste avant, si vous voulez. Donc je crains que ce coup de fil soit plus que de la coordination, mais soit là pour prendre ses ordres, en quelque sorte, ce qu'il doit dire. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, sur la Russie, que va-t-il proposer ? Ça fait des années qu'il soutient les idiotes sanctions européennes de l'Union européenne contre la Russie, qui ont vraiment mis de l'huile sur le feu. Ça fait des années qu'il est dans les pas de l'OTAN, même s'il avait un temps critiqué l'OTAN en disant qu'elle était en état de mort cérébrale, mais ça c'est en 2019. Mais en 2021, il en a dit le plus grand bien. Donc on ne comprend plus très bien, si vous voulez, où il en est. Il soutient l'atlantisme. Il se met dans les pas des États-Unis. Aujourd'hui, il rentre dans ce récit abracadabrantesque selon lequel... Jacques Chirac le faisait mieux. Hein. Oui, il le fait bien mieux que moi. Selon lequel il y aurait possibilité d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je n'y crois pas une seule seconde. Si vous voulez, on est toujours dans ce récit où les États-Unis cherchent en permanence un ennemi. Alors on a eu la Syrie, on a eu l'Irak du temps de George Bush, vous savez, avec les petites fioles de Colin Powell à l'ONU. On a eu la Libye. Là d'ailleurs, BHL veut qu'on attaque la Russie comme il voulait qu'on attaque la Libye en 2011. On a eu la Serbie, etc. Bref, on voit bien qu'on est embarqué en permanence dans une espèce de politique hyper agressive contre la Russie, où on fait croire aux gens qu'il y a une menace de guerre imminente, etc. Donc on positionne des troupes. Moi, je veux sortir de cet engrenage. Et pour sortir de cet engrenage, il faut que la France soit un pays libre. Donc qu'elle sorte des sanctions de l'Union européenne. Pour ça, il faut sortir de l'Union européenne tout simplement. Et qu'elle sorte de l'OTAN. L'OTAN n'a plus de raison d'être. C'est une structure qui aurait dû disparaître avec la guerre froide il y a une trentaine d'années. Et donc, il faut que la France retrouve sa voie. Une voie de paix, une voie d'équilibre, une voie intelligente et non pas une voie suiviste, une voie guerrière, une voie belliqueuse, une voie américaine, une voie de l'OTAN. Une petite précision sur le coup de fil entre Joe Biden, vous avez raison, et Emmanuel Macron. A priori, c'était pour des échanges d'informations, les toutes dernières informations américaines sur la situation autour de l'Ukraine. C'est en tout cas ce qui a été dit. Je sais que le récit officiel ne va pas nous dire que Macron est allé chercher ses ordres. J'en suis bien conscient, mais je pense que c'est le cas. Vous pensez que Macron, un peu à l'image d'un Tony Blair des années 2000, est une sorte de caniche de Joe Biden? Totalement. Malheureusement, la France, mais ça n'a pas commencé avec Macron. Ça a commencé avec Sarkozy, quand on a réintégré le commandement intégré de l'OTAN. Moi, je pense qu'il faut quitter l'OTAN, tout simplement, et qu'il faut que la France retrouve une voie intelligente, parce que le problème, c'est que là, on est en train de pousser la Russie dans les bras de la Chine. C'est pas malin. Je veux dire, c'est pas malin. On a à coopérer en toute indépendance. La France doit rester parfaitement indépendante des États-Unis comme de la Russie. Mais on n'a pas à jeter la Russie dans les bras de la Chine. C'est complètement contraire à nos intérêts nationaux. Frédéric de Crozaille, vous venez d'entendre ce qui a été dit. Est-ce qu'avec ce déplacement, Emmanuel Macron va contribuer d'une manière ou d'une autre à pousser la Russie dans les bras de la Chine ? Je ne crois pas que la Russie ait besoin d'être poussée dans les bras de la Chine sur la scène internationale. Emmanuel Macron, il a un petit peu un triple rôle dans cette affaire. C'est qu'il est président de l'Union en exercice, c'est le président de la République française, et il agit aussi comme membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, j'entends, on peut se dire, est-ce qu'il faudrait quitter ou pas l'OTAN ? Effectivement, la décision de Nicolas Sarkozy a fait date, en quelque sorte. Maintenant, moi, je ne me risquerai pas à commenter le contenu des discussions téléphoniques. On peut toujours y aller chacun de son analyse en se disant voilà ce qui se passe et je vais vous décoder la situation et voilà ce que moi je ferai à sa place. Là, on est dans une situation diplomatique qui est très tendue. Emmanuel Macron joue parfaitement son rôle puisqu'il consulte énormément. On sait qu'il a passé énormément de temps au téléphone avec beaucoup d'acteurs. Il va rencontrer les dirigeants polonais et allemands juste après la rencontre avec Vladimir Poutine. C'est une situation qui est très tendue.
Et oui, les Américains ont l'air de dire, attention, ça va être la guerre, on va tous mourir, et probablement que ce n'est pas tout à fait le cas. Mais heureusement que Emmanuel Macron se déplace, encore une fois, avec ce triple rôle, pour essayer d'apaiser la situation. S'il ne le faisait pas, on dirait, ben voilà, il fait rien, c'est catastrophique. On entend Zemmour qui dit, bah, c'est bien qu'il le fasse, ça aurait été bien qu'il le fasse plus tôt. Et puis s'il le fait, on dit, bah, il en fait des tonnes. Quant au suivisme d'Emmanuel Macron vis-à-vis des États-Unis, donc ça, pour le coup, c'est votre analyse, hein, mais je crois que ça ne tient pas debout. Emmanuel Macron qui est à la recherche, ce sont ses mots, je crois, d'un accord historique, hein, c'est ce qu'il disait ce week-end. Est-ce qu'il a les moyens de ses ambitions ? J'espère que le chef de l'État français a les moyens de ses ambitions. Quelques épisodes du quinquennat qui s'achèvent me laissent à certains égards un peu dubitative. Mais encore une fois, au jour d'aujourd'hui, j'approuve tout à fait les déplacements du chef de l'État. C'est-à-dire qu'en matière de politique étrangère, il n'y a pas beaucoup de résultats chez Emmanuel Macron, c'est ce que vous dites ? C'est un peu ce que nous, les Républicains, et notre candidate Valérie Pécresse, avons tendance à dire et preuve à l'appui. Maintenant, que dans la période de forte tension et de forte escalade avec bruit de vote grandissant qu'on entend à la frontière de l'Ukraine, le chef de l'État, qui plus est président en exercice du Conseil de l'Union européenne, se rende à Moscou puis ensuite à Kiev, prenne toute sa part à l'intense, très intense balai diplomatique qui se déploie, je dirais, sur plusieurs continents. Hein. La ministre des Affaires de Défense allemande est à Kiev, pendant que le chancelier allemand, lui, est à Washington. Il y aura la semaine prochaine à nouveau des rencontres. On va remettre au goût du jour, je dirais, le format Normandie entre la Russie, l'Allemagne, la France et l'Ukraine. Donc tout cela est tout à fait utile. J'ose simplement espérer que dans le dialogue que j'espère très ferme que le chef de l'État aura avec Vladimir Poutine, il n'y aura ni concession ni complaisance et que le chef de l'État français rappellera ce que sont les positions des Européens de manière générale sur le continent européen au sens très large et les exigences de sécurité que nous avons, nous également, pour un certain nombre de pays qui sont membres de l'Union européenne. Je pense aux États baltes, je pense à la Pologne par exemple. Ces exigences de sécurité-là, elles doivent être comprises, elles doivent être entendues, elles doivent être répétées face à Vladimir Poutine. Antoine Léaumont, est-ce qu'Emmanuel Macron a les moyens de désamorcer cette crise ? Déjà, nous sommes la France, donc nous avons normalement de grands moyens si nous acceptons d'être dans l'indépendance vis-à-vis et des Russes et des Américains. Le problème qu'on a pour l'instant, c'est que Emmanuel Macron a choisi un camp, en quelque sorte. Il a dit qu'il garantirait l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Vous l'avez dit, il a appelé le président des États-Unis d'Amérique. Ça vous paraît anormal de vouloir garantir l'intégrité territoriale d'un pays ça donne, aux frontières en tout cas, duquel ça veut dire que des dizaines de milliers de soldats. Ça veut donc dire que si les Russes envahissent l'Ukraine, la France déploie des troupes. C'est ça ce que ça veut dire. Hein. C'est des propos très concrets quand on dit qu'on va garantir, que la France va garantir l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc c'est son choix, mais en faisant ça, il arrive avec une position qui est déjà une position qui n'est pas celle d'une personne qui est indépendante. Mais surtout, il n'a pas appelé que le président des États-Unis, il a appelé aussi le chef de l'OTAN, Monsieur Stoltenberg, c'est difficile à prononcer. Donc clairement, il s'inscrit dans une logique qui est celle de l'OTAN. Quelle est la situation en Ukraine ? En fait, si on écoute ce que nous disent les Ukrainiens, ils nous disent qu'il n'y a pas nécessairement une augmentation des tensions. C'est ça qui est intéressant, c'est que si on n'écoute pas les acteurs des deux côtés, c'est-à-dire les Russes et les Américains, si on écoute les Ukrainiens... C'est vrai que les Ukrainiens sont moins alarmistes que les Américains. Les Ukrainiens, là, le chef de l'administration, l'un des chefs de l'administration présidentielle, il disait que les chances de trouver une solution diplomatique sont considérablement supérieures à la menace de la moindre escalade. Donc, si on écoute les Ukrainiens, on voit qu'il y a finalement pas spécialement plus de tensions que d'habitude. Donc qu'est-ce qui se joue ici ? Il se joue une opposition entre deux puissances, et notamment une volonté des États-Unis d'Amérique d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, parce que c'est le dernier pays qui manque pour avoir fait une ceinture autour de la Russie en passant par les pays baltes. Les Russes ne peuvent pas supporter ça, parce que les Russes ne voulaient pas de l'OTAN à leurs frontières et dans les anciens pays de l'Est. Normalement, il y avait eu un accord qui était passé pour que l'OTAN ne s'élargisse pas à l'Est, à la chute du mur de Berlin, à la chute de l'URSS. Donc les Russes sont dans une position où eux se sentent menacés par une alliance militaire qui commence à les encercler. Je pense que nous avons intérêt, dans ce cas-là, nous les Français, et particulièrement les Français, parce que nous sommes le deuxième investisseur étranger et le premier employeur étranger en Russie, avec 160 000 emplois en Russie, nous avons particulièrement intérêt, les Français, parce que notre économie est très liée à celle de la Russie, à ce qu'il n'y ait pas d'escalade et à ce que nous revenions dans des logiques qui sont des logiques de paix, de pacification, de partenariat avec les Russes.
pour éviter justement qu'il y ait cette logique d'inscription des Russes vers un autre camp, vers un camp d'en face, qui n'est pas l'intérêt de la France. L'intérêt de la France, c'est d'être libre, indépendante, souveraine, et de ne pas suivre un camp, celui des États-Unis d'Amérique. Florent Philippot. Mais oui, et puis il y a un enjeu dont on ne parle pas assez, c'est le fameux Nord Stream 2. Vous savez, le gazoduc qui passe par la mer Baltique et dont les travaux ont été achevés là, à la fin de l'année dernière. Bon, ce qui est gênant pour les Américains, qui se sont empressés de nous dire bon, Européens, vous inquiétez pas, en cas de conflit, on a négocié pour vous avec l'émir du Qatar, vous aurez du gaz qatari. Donc, si vous voulez, on voit bien, et d'ailleurs c'est pour ça que l'Allemagne, elle, est assez distante, est assez prudente dans ce conflit, contrairement à la France qui joue par suivisme contre ses intérêts nationaux. Elle, l'Allemagne, qui a des intérêts forts dans ce gazoduc. Il faut quand même rappeler que 40% du gaz utilisé en Europe vient de Russie. Voilà, oui, il est moins cher. Les prix, il est moins cher, mais les prix n'arrêtent pas de flamber. Oui, mais il reste moins cher. Et si vous voulez, donc ça, il y a un enjeu derrière, économique, stratégique, énergétique et évident, ce qui fait que effectivement, l'Ukraine considère qu'il y a moins de problèmes et de tensions et de risques que les États-Unis eux-mêmes. Donc on est dans le scénario classique, en fait, qui se reproduit depuis des décennies à échelle régulière. Les États-Unis qui inventent un conflit, qui inventent une tension, qui inventent un problème, pour aller ensuite faire semblant de résoudre le problème qu'ils ont créé eux-mêmes. Ben ça suffit, ça. Je veux dire, au bout d'un moment, ça suffit. Il faut qu'on arrête ces bêtises. Jacques Chirac avait su dire non en 2003 à George Bush et à la guerre en Irak, c'était magnifique. Depuis, on ne sait plus dire non. On ne sait que dire oui, voire on devance, comme la Libye en 2011. Là, j'ai vu que BHL appelait à ce qu'on aille faire la guerre en Russie. Pour moi, c'est très, très mauvais signal. Quand BHL dit quelque chose, faut prendre le sens inverse. Est-ce qu'il n'y a pas derrière tout cela aussi, pour Emmanuel Macron, une façon détournée de ne pas avoir à se prononcer candidat quand il est aux affaires internationales, pendant ce temps-là, il est le président de la République, il est le président du Conseil de l'Europe, mais il n'est pas le candidat Macron. Non, je ne crois pas du tout, parce qu'en fait, il y a une relative prise de risque dans ce qu'il fait là. Quel est le risque précisément ? Tout simplement d'échouer. On ne sait pas ce que va donner cet entretien, c'est-à-dire que quoi que vous en disiez, M. Philippot, ce ne sont pas les Américains qui ont inventé les dizaines de milliers de soldats qui sont massés à la frontière de l'Ukraine. Donc il y a objectivement une situation de tension. Oui, c'est une réponse à l'OTAN. C'est une réponse à une agression. Non, mais on ne peut pas nier qu'il y a quand même un climat de tension, même si les Ukrainiens la relativisent. Il crée la tension en permanence. Ok, je dis juste. Ils sont depuis le printemps dernier. S'il vous plaît, je dis juste qu'on ne peut pas nier qu'il y a objectivement une situation qui est tendue et qui peut dégénérer. Donc détendons-la. Donc, c'est ce que s'efforce de faire Emmanuel Macron. En Roumanie, mais on ne sait pas ce que va donner il s'efforce d'avoir une désescalade, puisque c'est exactement le chemin de la désescalade, qu'il s'efforce de mettre en œuvre avec les contacts. Là, il s'expose parce qu'il prend ses responsabilités, mais reconnaissez que c'est une relative prise de risque dans le contexte. Donc, on pourrait lui reprocher de ne pas en faire assez, mais au moins de ne pas prendre le risque de prendre une initiative qui va réussir ou pas. Parce que suite à cette rencontre avec Vladimir Poutine, on va voir comment la situation évolue. La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que ce que l'on voit dans les réactions politiques ce matin, y compris à l'extrême droite, qui n'est pas forcément tendre généralement avec Emmanuel Macron, chacun dit, oui, c'est bien qu'il y aille. Donc, même s'il venait à échouer, il ne risquerait pas grand-chose. La seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est finalement de ne pas y aller. Encore une fois, on verra dans les jours qui viennent si ça réussit et qu'il y a effectivement une désescalade et qu'il y a un apaisement et que effectivement cette question de l'OTAN et on sait que la Russie ne veut pas entendre parler, mais ça sera du long terme et qu'en tout cas il y a cette opération de médiation qui est réussie. Ça sera tant mieux pour lui et on pourra dire qu'il a rempli sa mission. Mais si le climat continue à se tendre, qu'en fait il ne se passe rien de concret et qu'il y a de plus en plus de soldats aux frontières de l'Ukraine et qu'on peut craindre sinon une invasion, une déstabilisation, en tout cas quelque chose qui soit une offensive, une atteinte à l'intégrité territoriale, on pourra dire qu'il a échoué. Donc, et je ne sais pas ce que ça pourrait lui coûter en un mois et demi de la présidentielle. Moi, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de prise de risque. Donc, je ne crois pas qu'il y ait, en tout cas, vraiment pas de détournement. Je pense qu'il joue son rôle. On sait quand même que c'est quelqu'un qui sait prendre des risques. Quoi qu'on en pense, on peut quand même lui reconnaître. Et je crois que là, en l'occurrence, c'est ce qu'il fait. Il les prend de manière mesurée et calculée. Mais c'est ce qu'il fait. Et je ne crois pas que ce soit un agenda corrélé à celui de la campagne. Non, encore une fois, c'est une bonne chose. Je l'ai dit sans embâche. Et je pense que notre famille politique est une famille politique responsable. Ne veut surtout pas jeter d'huile sur le feu. C'est une bonne chose qu'en sa qualité et de chef de l'État français et de président en exercice du Conseil de l'Union européenne, il se rende et à Moscou et à Kiev et participe encore une fois à l'intense travail diplomatique qui a commencé il y a plusieurs semaines de cela. Maintenant, je ne pense pas que le chef de l'État prenne des risques. Beaucoup de choses ont été très
très concerté, coordonné, calculé. Je crois, je n'ai pas la prétention de pouvoir pénétrer dans le cerveau de Vladimir Poutine, mais je crois très sincèrement que personne, absolument personne, même les meilleurs ambassadeurs ou ex-ambassadeurs, les meilleurs experts ne savent pas ce qui se passe dans le cerveau de Vladimir Poutine, mais clairement, je pense quand même qu'il y a beaucoup de raisons objectives qu'on peut constater, attestant du fait que la Russie n'a pas intérêt à engager une opération militaire d'envergure dans l'Ukraine. Mais ça n'enlève rien à l'escalade et à l'accroissement de la tension et au bruit de bottes grandissant pour être dans ce jeu de poker menteur auquel s'est livré Vladimir Poutine en massant des troupes beaucoup plus que d'habitude. La frontière entre la Russie et l'Ukraine a toujours été très militarisée. Hein. La Russie est quand même un État militaire, hyper militarisé. Mais il y a quand même des bruits de bottes grandissants et des chars qui sont arrivés de manière très, très massive. Mais je pense qu'il y a, encore une fois, entre Paris, Berlin, Kiev, Moscou, Washington, Londres, etc., des intérêts qui sont en train de s'organiser, des convergences, et le risque que prend Emmanuel Macron n'est pas phénoménalement élevé. Incontestablement, il va se passer Ma question des choses, portait quand et même c'est une sur le bonne double chose. jeu ou le double agenda d'Emmanuel Macron, parce que pendant qu'il est aux affaires à Moscou, à Kiev et Il ailleurs... n'est pas obligé de déclarer sa candidature. Voilà, exactement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On n'est pas dupe. Ça, tout le monde a bien compris. On n'est pas dupe. Mais c'est une enfin, à mon sens, c'est une sous-question dans la question quand il se joue quelque chose comme la paix et la guerre aux frontières de l'Est de l'Europe. Sauf si c'est des... Sauf si il n'y a pas de risque, s'il n'y a pas de guerre en jeu. Moi, je pense comme si les tout cela Ukrainiens. Et pardon, pour reprendre un mot qui a été utilisé tout à l'heure, mais mise en scène, bien sûr, qu'il n'y a pas de risque réel. Oui, mais là, vous ne me trouverez pas du côté de ceux qui tapent sur le président de la République pour dire que c'est une mauvaise chose qu'il aille en Russie. Je ne le ferai pas parce que je considère que pour une fois, il est bien dans son rôle de président de la République et qu'il le serait pleinement si on savait qu'il allait en Russie avec la logique d'une France indépendante, souveraine, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Donc, c'est l'entente cordiale sur ce plateau sur cette question. Comment ? Non, je dis c'est l'entente cordiale sur ce plateau sur cette question. En tout cas, au minimum pour ça. Mais je voudrais qu'on aille jusqu'au bout. Vous savez que dans les sanctions qui sont réfléchies en ce moment par les Américains, il y a une sanction dont on a peu parlé. C'est potentiellement fermer l'accès de la Russie au système SWIFT, qui est un système d'échange de transactions financières. Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence ? Ça aurait comme conséquence que la Russie ne pourrait plus avoir des transactions financières avec d'autres pays, notamment ceux des pays occidentaux. Ça nous poserait à nous, les Français, un problème. Et d'ailleurs, la Chambre de commerce française en Russie dit que les sanctions que nous avons faites jusqu'à présent avec la Russie ont eu pour seul effet de diminuer les intérêts économiques français en Russie et d'augmenter l'indépendance de la Russie vis-à-vis de nos propres productions. Donc, nous n'avons pas intérêt à ce que les Russes s'enferment dans autre chose. Et les Russes sont en train de développer un système alternatif qu'ils veulent, système alternatif de transfert de monnaie, qu'ils veulent lier à la Chine, à l'Iran et à l'Inde. Donc, si nous voulons jeter la Russie dans les bras des autres, faisons des sanctions de ce type-là. Mais nous avons, je pense, comme Français et comme Européens, plus intérêt à faire en sorte que la Russie soit notre partenaire, soit notre allié dans les affaires économiques et dans les affaires courantes, plutôt que d'avoir ce genre de situation où nous avons des tensions qui sont excitées, qui sont montées en épingle, alors même que les Ukrainiens nous disent que ce n'est pas le cas, nous disent qu'il y avait déjà des troupes depuis le printemps dernier et que ce qui se passe en ce moment, c'est des rotations des troupes. Donc nous n'avons pas intérêt. Nous n'avons pas intérêt à entrer dans les logiques de guerre des États-Unis qui ne mènent nulle part qu'à des échecs et qu'à des catastrophes. 110 000 soldats à peu près présents aujourd'hui aux frontières de l'Ukraine. Il en faudrait 150 000 selon les Américains pour mener une offensive. Selon les Américains. Ce qui pourrait être le cas, bien sûr, c'est pour ça que je le dis, parce que moi je ne m'y connais pas plus que vous là-dessus. Ce qui pourrait être le cas d'ici 2 semaines. Sauf que selon les Américains, Saddam Hussein avait la 4e armée du monde. Selon les Américains, il y avait des armes de destruction massive en Irak en 2003, etc. Donc, on se souvient de Colin Powell devant le... Voilà, c'est ça. Non, mais si vous voulez, on est toujours... On n'est pas en train de suivre les Américains. Mais si, on suit. Moi, je rappelle. Non, pas du tout. Moi, je suis d'accord sur l'histoire. Vous savez qui a souffert en premier des sanctions de l'Union européenne contre la Russie ? Les agriculteurs français. Parce que, résultat, ils n'ont pas pu vendre des produits comme ils les vendaient traditionnellement en Russie. Et effectivement, les Russes se sont mis donc à produire, à cultiver, à élever ce qu'ils achetaient avant à la France, à l'agriculture française. Donc, il faut qu'on arrête ce jeu-là. Ce jeu-là, peut-être qu'il fait le jeu
d'une petite caste américaine, je dis même pas du peuple américain, moi une petite caste américaine qui a intérêt à ça, il ne fait absolument pas le jeu de l'intérêt national français. La question des sanctions mérite d'être posée, pas à chaud, pas en ce moment à chaud, au moment où le président est en Russie. La question des sanctions, ça fait 8 ans qu'on doit la poser. Le problème, c'est qu'on la pose pas, on ne fait que les aggraver. Et Macron a demandé des sanctions en permanence. Donc c'est pour ça que moi je dis la question de fond, c'est quel est notre rapport à l'Union européenne. Moi je pense qu'il faut en partir. Quel est notre rapport à l'OTAN? Je pense qu'il faut en partir et je suis cohérent parce que je veux une France parfaitement souveraine, parfaitement libre, parfaitement indépendante. C'est cette France-là qui peut avoir une voix intéressante dans le monde et qui est attendue dans le monde. C'est pas la France vassalisée qui est intéressante pour les peuples. Une France qui n'intéresserait plus du tout les investissements étrangers, oui, alors une voix qui porterait beaucoup, c'est sûr. Non mais ça, je reconnais la cohérence de votre position. Si vous pensez que sortir, y compris Brexit, vous êtes pour la sortie de l'Union européenne. Vous nous aviez promis que la City allait s'effondrer, que le Royaume-Uni allait dériver vers le Groenland. Pas que la City allait s'effondrer, mais que ça allait très mal se passer. Oui, c'est le cas. Mondiale, nous on est passé 7e. C'est le cas. Non, écoutez, regardez ce qui se passe en Irlande du Nord en ce moment. On ne pouvait pas dire que le Brexit a été bénéfique pour les Anglais. Il y a une contestation du gouvernement d'Irlande du Nord parce qu'ils ne supportent pas la mise en place de l'accord. Écoutez, de toute façon, très bien. Mais si vous êtes pour le Brexit, moi je vous dis, on s'était déjà vu. Moi, il n'y a pas de problème. Continuez. Je sais que vous êtes contre. Il n'y a pas de souci. Je rappelle juste que je vous rappelle la propagande qui est faite sur le Brexit. Monsieur Philippot, vous pouvez quand même admettre qu'en diplomatie, c'est jamais tout blanc et tout noir. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des nuances de gris. C'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'on a des accords et des motifs de se fâcher. La Russie, c'est ce qui se passe aussi au Mali, c'est ce qui se passe en Syrie. Et puis, ils n'ont pas attendu les sanctions pour développer le blé dans la zone qu'on appelle RUC, Russie, Ukraine, Kazakhstan, qui est devenue une zone productrice de blé qui participe à l'excédent mondial, d'ailleurs, à la sécurité alimentaire mondiale, à un bon niveau, comme nous, comme le Canada, les États-Unis. Ils n'ont pas attendu les sanctions pour le faire. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie conduite par la Russie. Pourquoi nous ne défendons pas les nôtres ? Pas être naïf. C'est ça la question. Pourquoi eux défendent leurs intérêts nationaux et nous n'avons pas le droit de défendre les nôtres ? Nous défendons nos intérêts nationaux si parfaitement simplement ils sont conçus comme étant très étroitement corrélés à ceux de nos partenaires. C'est-à-dire cette indépendance de la France que vous n'arrêtez pas de vanter, en fait. J'espère que vous la défendez, l'indépendance de la France, elle est demandée par la Constitution française. Non, mais cette indépendance de la France telle que vous la défendez, c'est-à-dire en sortant de tous les accords internationaux. Ça n'a pas de sens. Pas les accords internationaux, tout ce qui est supranational. Tout ce qui est pas la coopération. En tout cas, il y a un premier dispositif supranational auquel vous venez de faire référence, dont la gauche française a fait les frais en 1981, c'est le système monétaire. Nous appartenons au FMI. La gauche a renoncé à son programme social et donc nous n'avons plus la marge de manœuvre de faire du keynésianisme. Vous êtes d'accord avec ça? Mais moi, il faudrait en sortir aussi. Et puis je vais vous parler du système monétaire et d'économie. C'est extrêmement important. La gauche a renoncé à son programme social à cause du système monétaire européen déjà. De ce débat, messieurs dames, on va vous ramener en France tout ce temps qu'on est parce qu'on va parler, s'il vous plaît, du pouvoir d'achat. On va parler du pouvoir d'achat avec deux propositions qui ont retenu notre attention ce week-end. La première, c'est de réserver les HLM aux Français et puis de réinstaurer l'ISF et de le tripler. Une petite pause, on en parle juste après. Voilà, première proposition, vous l'avez vu, signé Éric Zemmour, la seconde de Fabien Roussel, le candidat communiste. D'abord, réserver les HLM aux Français. Pourquoi est-ce que ça permettrait de redorer leur pouvoir d'achat ? J'aurais été curieux d'entendre Éric Zemmour répondre à cette question. On a supprimé la taxe d'habitation en termes de mesures sur le logement pour alléger les charges. Il n'y avait rien eu de fait de comparable depuis des décennies. Mais là, on est dans le monde fantasmé d'Éric Zemmour. Là, on est dans l'hallucination. C'est-à-dire qu'il laisse entendre que la loi SRU, il mélange tout. SRU égale HLM égale population immigrée. Et puis si on prolonge, égale délinquance, égale islam du reste. Voilà. Donc, mais ça, c'est carrément indigne. La loi SRU, pour mémoire, c'est une obligation pour les communes d'avoir 25% de logements sociaux. Il y a 3 types de logements sociaux. Je peux vous parler de ma circonscription, parce que c'est assez tendu. Saint-Maur est une des communes qui a un rapport un petit peu compliqué à la loi SRU. Et juste autour, de l'autre côté de la Marne, vous avez à peu près 9% de logements sociaux à Saint-Maur, plus de 60%, 65% à Bonneuil. Ce qui est un gradient qui est une violence en soi. C'est-à-dire qu'elle a été mal pilotée, cette loi SRU. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il serait intéressant de l'appliquer sur des territoires éventuellement plus grands que les communes et de faire rentrer dans ce qu'est l'effort social d'une commune d'autres choses que sont le logement. Ça peut être des hébergements d'urgence, par exemple. La participation d'une commune à ce type d'action, ça peut rentrer dans l'effort social qu'il est demandé. Mais c'est un parti pris de mixité. C'est-à-dire que ça fait du bien, en fait, de rompre l'entre-soi. Donc il faut faire attention à respecter des choix communaux, des choix de vie qui peuvent être pavillonnaires, qui peuvent être des choix de qualité, qui peuvent être des choix pour ne pas mettre les choses brutalement, mais d'avoir cet effort de répartition et de sortir des ghettos pour avoir une mixité qui est en fait un enrichissement, tout simplement. Et encore une fois, 3 types de logements sociaux, ça peut être pour des étudiants, ça peut être pour des personnes âgées.
Ça peut être pour des moments de la vie où on a du mal à sortir ses charges parce qu'on perd un emploi, etc. C'est-à-dire que le logement social, ça n'est pas le ghetto de famille qui touche le RSA, qui ne parle pas français et qui... voilà, donc en fait, on est en plein fantasme. Donc votre question, je ne sais pas comment il fait gagner de l'argent aux Français avec ça. On est dans l'hallucination. C'est même l'inverse, en réalité. Pardon. C'est Allez-y, l'inverse en réalité, parce que supprimer la loi SRU, ça veut donc dire qu'on supprime cette obligation faite pour les communes d'avoir 20 à 25% de logements sociaux sur le territoire de leur commune. Et moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis pour que ça reste sur le territoire de la commune. Sinon, on crée effectivement des ghettos, mais des ghettos de riches. Parce que dans tout un tas de villes où il y a beaucoup d'argent, on n'est pas très d'accord pour avoir des logements sociaux dans la ville. Nous avons une proposition inverse qui, effectivement, va permettre de construire davantage de logements sociaux. C'est de porter le pourcentage de la loi SRU à 30% de logements sociaux à l'intérieur d'une commune. Vous savez, vous avez fait un... Ben oui, mais parce que l'État mettra les moyens. Nous voulons construire 200 000 logements par an. Voilà la manière de faire face à la pénurie de logements. Qu'est-ce que ça organise, le fait de ne pas construire des logements avec la loi SRU? Ça organise précisément le manque, ça organise la rareté, donc ça organise la cherté des prix pour le logement. 90 000 logements ont été construits l'année dernière, c'est un peu moins que l'objectif qui était fixé par Emmanuel Macron. C'est pas assez pour faire face à la demande. Le besoin qu'on a pour un quinquennat, c'est 200 000 logements par an pour arriver à 1 million de logements supplémentaires à la fin d'un quinquennat. C'est ce que nous proposons dans notre programme. Mais avec ce que propose M. Zemmour, c'est l'inverse. Ce n'est pas une mesure pour le pouvoir d'achat, c'est une mesure contre le pouvoir d'achat qu'il est en train de faire. Alors, Florian Philippot, est-ce que vous voyez le lien entre cette idée de réserver les HLM aux Français et le pouvoir d'achat ? Moi, je pense qu'il faut du logement social, clairement. Il faut construire, de toute façon. Il faut du logement social. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'on crée des ghettos. Ghettos communautaires, ghettos, parce que de toute façon, ça n'est bon pour personne. Ça ne permet pas l'assimilation et ça n'est pas bon pour les riverains. Personne n'est content là-dedans. Donc, si vous voulez, si on veut régler les problèmes migratoires, il faut régler à la base. Il faut qu'il y ait beaucoup moins de monde qui rentre en France, clandestins ou légaux. Et il faut que ceux qui doivent partir partent réellement, ce qui n'est plus le cas. Je pense que ça sera une politique extrêmement sérieuse. Mais sur le pouvoir d'achat, si on parle pouvoir d'achat, moi, je pense que le problème en France, c'est le niveau des salaires et des retraites. Beaucoup trop bas. Beaucoup trop bas. Donc il faut augmenter salaire et retraite et SMIC d'ailleurs, c'est ce que propose mais Fabien pas Roussel simplement aussi. Comme ça en le décrétant. Et Jean-Luc Mélenchon. C'est en changeant un système économique. Si vous voulez, on s'est mis en concurrence avec le monde entier, c'est le libre-échange. Ça fait une pression à la baisse sur les salaires des ingénieurs, des travailleurs, des ouvriers, des salariés français. Parce qu'on se met en concurrence avec des pays qui n'ont pas du tout le même niveau économique, le même niveau environnemental, le même niveau social. Donc il faut une dose de protectionnisme. Pour ça, il faut que la France maîtrise son commerce. On en revient au même problème. Aujourd'hui, le commerce est maîtrisé par l'Union européenne, pas par la France. Il faut en sortir. Donc ça, c'est une première chose. Pareil pour le travail détaché. Le travail détaché crée une pression à la baisse sur les salaires dans un certain nombre de secteurs. Ce que vous dites pose problème à la France, et quand vous parlez du commerce, j'imagine que vous incluez le commerce extérieur, ça n'a pas l'air de poser de problème à l'Allemagne. Moi, j'ai une question. À l'Allemagne, non, parce que l'Allemagne bénéficie de ce système. À chaque fois qu'on signe un accord, que l'Union européenne signe un accord de libre-échange, elle vend des voitures allemandes. Mais l'Allemagne est dans l'Europe aussi. Oui, mais justement, on n'a pas... le problème, vous voyez, c'est qu'on nous a fait croire qu'on avait les mêmes intérêts, ce qui n'est pas vrai. On a souvent des intérêts complètement concurrentiels et contradictoires. Nous vendons donc, avec ces accords européens de libre-échange, par exemple des grosses berlines allemandes aux Canadiens, aux Américains, etc. Et en échange, ils nous vendent des produits agricoles que nous, Français, avec une très grande agriculture, nous produisons. Donc, si vous voulez, il y en a un qui est gagnant, il y en a un qui est perdant. Le problème, c'est que le perdant, c'est toujours le même. Il s'appelle la France. Donc, il faut maîtriser, faire une dose de patriotisme économique, de protectionnisme. Et ça, ce sera très bon pour les salaires et pour les retraites. Je pense aussi qu'il faut baisser les tarifs publics, comme l'énergie. Pour cela, il faut sortir du système européen de libéralisation. On l'a fait pour EDF, c'est n'importe quoi. On avait l'énergie largement, l'électricité la moins chère d'Europe, largement, parce qu'on a un parc nucléaire, parce qu'on a été très bon. On s'est mis dans un marché européen de l'électricité délirant. Aujourd'hui, pour contenir la hausse, on est obligé de demander à EDF de dépenser 8 milliards. L'État rajoute 8 milliards. Tout ça est délirant. Tout ça pour entretenir une concurrence qui n'a pas de raison d'être. Donc il faut sortir de ça, avoir un monopole public national de l'énergie. Et je vous assure que là, on redonnera vraiment du pouvoir d'achat aux Français. Constant, le lien entre HLM et pouvoir d'achat, vous le voyez vous ou pas ? Pas directement. Maintenant, je suis contente, le bandeau s'affiche que le pouvoir d'achat entre en campagne. En réalité, de nombreux candidats, à commencer par la candidate Valérie Pécresse. C'est l'une des préoccupations majeures des Français, nous disent les études d'opinion. Donc c'est pour ça que chacun fait ses propositions. Absolument. Et nous n'avons pas attendu je ne sais quel grand meeting de ce week-end pour faire, nous, avec Valérie Pécresse, des propositions très fortes en matière de pouvoir d'achat, sachant qu'effectivement, le logement est la dépense numéro 1 pour beaucoup de nos compatriotes. Donc le pouvoir d'achat
d'achat, ça s'envisage globalement, mais le logement, effectivement, est une dépense incompressible et qui est devenue beaucoup trop lourde pour toute une série de nos compatriotes. Donc, clairement, sur la loi SRU, il y a effectivement des choses à actualiser, peut-être, à changer certains dispositifs. Je ne veux pas être trop technique, mais enfin, il y a des dispositifs qui entravent clairement un certain nombre de possibilités pour les communes de se développer et d'investir. Moi, je ne dis pas qu'il faut se débarrasser de la loi SRU et l'envoyer valdinguer. Nous avons, avec Valérie Pécresse, depuis fort longtemps, proposé des mesures anti-ghetto, parce qu'effectivement, vous l'avez dit d'ailleurs, les ghettos provoquent des effets délétères à court, mais aussi à moyen et long terme. Il y a notamment dans la région parisienne, mais pas que, dans certaines grandes métropoles de notre territoire, des poches, des ghettos dont on voit bien qu'ils sont tout à fait éloignés de ce qu'on peut souhaiter en termes de mixité, de concorde et d'assimilation, et que les services publics, notamment, n'arrivent plus à y être suffisamment présents. Donc nous souhaitons effectivement pouvoir limiter à 30% la part de logements social. Il y a beaucoup trop de départements, y compris en région Île-de-France, mais pas que, où des communes sont très largement au-delà des 30% de logement social. Et il y a même quelquefois, à certains égards, peut-être une forme de clientélisme qui s'installe. Et tout cela doit clairement devenir l'un des axes prioritaires de la politique de logement. Mais par ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas assez construit tout au long du quinquennat d'Emmanuel Macron. On n'a pas assez construit de manière générale de logement, logement social ou logement. Il n'y a pas assez de logements. Donc il y a clairement là un énorme sursaut à opérer pour construire plus de logements. Mais le pouvoir d'achat, ça va bien au-delà. C'est l'augmentation des salaires, c'est l'allocation pour jeunes enfants donnée dès le premier enfant, c'est une mesure réellement positive, constructive pour les jeunes, c'est les retraités aussi. Honnêtement, dès le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, si on la coupe pas, elle ne s'arrête jamais. Non mais sur ça, il faut être précis, parce que votre candidate et M. Zemmour d'ailleurs ont la même proposition, c'est diminuer les cotisations pour augmenter le salaire net. Or ça n'est pas une augmentation du salaire, puisque le salaire brut, c'est du salaire socialisé qui sert à financer la sécurité sociale, qui sert à financer notre modèle social. Donc dire qu'on va juste augmenter le salaire net, ça ne veut pas dire qu'on va augmenter le salaire, puisque ce qui compte, c'est le brut. Donc pour augmenter le brut, il y a une mesure simple, l'augmentation du SMIC. Nous proposons de le mettre à 1 400 €. Et puis par ailleurs, il y a aussi... Est-ce qu'il n'y a pas un risque de destruction d'emploi avec une telle mesure? C'est en tout cas ce que disent certaines études, comme une étude de l'OFCE. Oui, mais précisément, nous sommes allés au salon du Made in France. Que nous disent les gens qui fabriquent en France, qui produisent en France? Que pour que leur production puisse trouver un débouché en France, il faut que les salaires soient plus élevés. Ils ne nous disent pas qu'il faut baisser les salaires, ils nous disent qu'il faut les augmenter, pour précisément que les Français aient les moyens d'acheter ces produits. Je prends un exemple très concret. Nous voulons dans notre programme créer 400 000 emplois dans l'agriculture bio et paysanne. L'agriculture bio, ça coûte plus cher nécessairement. Donc si on veut que les gens puissent aussi avoir accès à cette agriculture bio, augmenter les salaires, c'est une bonne solution pour le faire. Donc augmenter les salaires, c'est aussi une politique écologique. Mais par ailleurs, il ne faut pas seulement parler des salaires, il faut aussi parler des retraites. Puisque les retraités, des retraités pauvres, il y en a énormément dans notre pays. Nous proposons qu'il n'y ait plus un seul retraité en dessous du seuil de pauvreté, en portant le minimum vieillesse à 1 000 € par mois et en augmentant les retraites, qu'il n'y ait plus une retraite en dessous du SMIC. Il n'est pas normal que nos anciens qui ont travaillé toute leur vie se retrouvent à la retraite à devoir, pour certains, faire les poubelles à la sortie des magasins. Nous ne sommes pas d'accord avec ce système qui organise la pauvreté de gens qui ont travaillé parfois toute leur vie. Donc nous voulons, rétablir le pouvoir d'achat à tous les niveaux. Mais pour ça, il y a une mesure qui est simple, qui est l'augmentation du SMIC, et ça veut dire davantage de partage des richesses. Florian Philippot, puis on écoutera aussi Frédéric de Crozaille. Alors sur l'augmentation des salaires et du SMIC, moi j'y suis très favorable, et je rappelle que si on avait écouté les discours du grand patronat depuis le 19e siècle, les salaires n'auraient jamais bougé en France, parce qu'à chaque fois on nous annonçait que ça allait être l'effondrement, que c'était pas possible, que c'était pas gérable. Moi je pense qu'une économie saine, c'est pas une économie où les salaires stagnent. Je pense aussi d'ailleurs aux fonctionnaires qui ont leur point d'indice qui est gelé depuis, je sais pas, 10 ans, c'est ça, 12 ans. Enfin tout ça est absolument, tout ça est dépressif, récessif en fait en économie. Il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Donc il faut augmenter évidemment les salaires, mais je pense qu'on peut le faire que si on a un contexte qui change économique, qu'on aille vers le patriotisme économique, qu'on réserve des marchés publics réellement aux entreprises françaises, notamment aux petites.
aux créateurs, aux PME, aux TPE. Mais ça, aujourd'hui, c'est interdit par le code du marché public, des marchés publics, parce qu'il dépend, encore une fois, du droit européen. Donc il faut être sérieux jusqu'au bout. Tant qu'on est dans ce système-là, Union européenne, euro, on ne réglera pas la question des salaires et des retraites. Une mesure française qui a disparu, qui a changé un peu de nature, c'est l'ISF. Il a été supprimé, il a été remplacé par l'IFI, par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, vous l'avez entendu, Fabien Roussel veut réinstaurer l'ISF et même le tripler. Globalement, l'idée, c'est de faire payer les plus riches pour financer le système. C'est la philosophie de Fabien Roussel. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Alors, nous avons fait des erreurs. Et il y en a une en particulier que je regrette beaucoup, c'est d'avoir dit qu'on supprimait l'ISF. On ne l'a pas supprimé. C'est devenu l'IFI. On a changé. C'est ce que je veux dire. C'est resté... Non, tout à fait. Je le reprécise bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas supprimé l'ISF, on en a supprimé en fait une partie et c'est resté pour l'immobilier. Dans le budget de l'État, alors symboliquement, c'est très important. Et c'est pour ça que c'était vraiment une erreur de dire qu'on supprimait l'ISF. Mais sur le budget de l'État, c'est anecdotique. Non, c'est pas vrai. Même, si, tout à fait. C'est pas vrai. 3 milliards d'euros par an, c'est pas anecdotique. Alors, sur l'idée d'avoir un système fiscal avec un grand soir et un système vraiment progressif, moi je trouve que l'idée, elle est assez séduisante en soi. Simplement, il faut expliquer comment vous faites pour passer... Mais attendez, je ne suis pas M. Roussel, mais je vous ai écouté poliment. Et en plus avec intérêt. Non, mais s'il vous plaît, laissez-moi aller jusqu'au bout. Le fait est que les Français ont inventé la TVA, que c'est un impôt absolument génial qui a fait le tour du monde. Il est injuste parce qu'il n'est pas progressif. Il est très efficace. L'efficacité avec laquelle nous gérons la finance publique en France fait que la France a été quand même... L'offre de prêts à la France a été supérieure à la demande depuis le début de la crise sanitaire. C'est-à-dire que nous sommes un pays particulièrement attractif pour les investisseurs étrangers depuis quelques années et pour les créditeurs internationaux. C'est pour ça que l'idée de sortir, moi je trouve ça absurde. C'est-à-dire que c'est bien d'être crédible. Quand on veut changer les règles du jeu, il faut d'abord montrer qu'on est capable de gagner avec les règles qu'on prétend changer. Qu'est-ce qui vous fait dire on perdra en attractivité? Je pense qu'on gagnera beaucoup. Non, je pense qu'en annonçant qu'on sort de tous les accords internationaux, c'est vraisemblablement, et en particulier de Frexit, c'est le poids de la dette qui va exploser du jour au lendemain, même si nominalement elle ne changera pas. C'est le système actuel qui nous endette terriblement. D'ailleurs, pour la dette, l'ISF, vous avez mis 650 milliards d'euros de dette pour les confinements, etc., qui ne servaient strictement à rien, qui ont aggravé le problème du Covid. Comment ça, les confinements ont aggravé le Covid? Bien sûr, ils ont servi strictement à rien. Ils ont créé plein de problèmes de dépression, de suicide, de faillite, etc. Lisez les trucs de Stanford ou de Hopkins. Les confinements ont servi strictement à rien. On peut regarder aussi les interviews de Felmich et de Judy Mikovits. Non, mais on trouve tout ce qu'on veut sur Internet. Hopkins, c'est pas mal. Normalement, c'est une référence. Vous êtes parti sur quelque chose qui est très loin de la question de l'imposition. Donc, sur le. Je voudrais juste terminer sur l'ISF. Je considère que c'est essentiellement symbolique, que ça parle effectivement aux gens de se dire il est plus juste que les plus gros payent plus et que les petits ne payent pas. Je rappelle que l'impôt sur le revenu est un impôt qui ne tient pratiquement plus debout. Il y a énormément de gens qui ne le payent pas. Si, non, mais il ne joue plus son rôle de redistribution comme il devrait le faire dans un système effectivement exclusivement progressif. Et la vraie question au final, c'est l'augmentation des salaires et du pouvoir d'achat d'un système économique qui remet plus de tension simplement sur le marché du travail. C'est exactement ce qui est en train de se passer. J'ai recruté pendant 3 ans, il n'y a rien de plus efficace que d'aller voir un client en disant écoutez, j'y arrive pas. Là, voilà, les CV, ça vous va pas? C'est ça le marché. Et le client, il vous dit, OK, mettez 10 K euros de plus par an parce qu'effectivement, je voudrais avoir un petit peu plus. Il n'y a rien de plus efficace que ça, en fait. Et là, la tension qu'il y a sur plein de métiers, comme il n'y a pas eu depuis des années, les salaires vont augmenter. On a commencé l'inflation avec une hausse des prix de l'énergie, des matières premières, beaucoup lié au contexte international, et là les salaires ils sont en train de tourner. La réponse sur l'impôt quand même, parce que vous dites nous n'avons pas supprimé l'ISF, nous l'avons transformé en IFI. Qu'est-ce que vous avez supprimé? Vous avez supprimé l'impôt sur la fortune mobilière, c'est-à-dire sur les actions. Vous avez encore pour la transmission d'entreprise. Vous avez encore supprimé les impôts sur le capital. Ce qui fait qu'il y a plus d'usines qui sont créées en France en ce moment que d'usines qui ferment. Et vous allez finir avec patience. Je voudrais que vous fassiez la même chose. Oui, d'accord. Sur l'impôt sur le revenu, nous proposons de le transformer en faisant 14 tranches d'imposition, de manière à ce qu'il soit précisément plus progressif et qu'il fasse davantage son rôle de redistribution. Mais nous proposons aussi de rendre la CSG progressive, parce que si on veut faire ce que nous voulons faire, c'est-à-dire que les Français qui gagnent plus de 4 000 euros par mois payent davantage d'impôts, mais que tous les autres, c'est-à-dire 95% de la population, payent moins d'impôts, il faut faire ces deux choses en même temps. Rendre la CSG progressive, rendre l'impôt davantage progressif. Mais pour l'ISF, nous n'allons pas nous arrêter au fait de le rétablir.
puisque vous dites que c'est symbolique. Ça rapportait quand même 3 milliards d'euros par an. Avec ça, on aurait pu en faire des infirmières, on aurait pu en faire des professeurs, on aurait pu en faire des policiers, on aurait pu en faire des tribunaux et des juges dans les tribunaux. Voilà ce que nous coûte la suppression de l'ISF, du service public en moins et du pouvoir d'achat en moins pour les Français. Donc nous, l'ISF, non seulement nous allons le rétablir, mais en plus nous allons le porter, le rendre plus progressif de manière à ce qu'il rapporte 8 milliards d'euros. Voilà, il est temps désormais que les riches partagent la richesse. Ils se sont gavés comme jamais pendant la période du Covid. Total a fait les plus grands bénéfices de jamais de l'histoire. Mais les riches payent la TVA. Tout à fait la principale. En quelques mots, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse parler. Constance Legrip et Florian Philippot. Nous ne sommes pas favorables à un Big Bang fiscal. Hein. Je rappelle quand même que l'instabilité fiscale est l'une des caractéristiques de notre pays. Si on compare notre instabilité fiscale, nos changements de règles fiscales quasi permanents avec ce qui se passe dans d'autres pays européens, on voit bien qu'il y a là un mal français. Donc nous ne souhaitons pas un Big Bang fiscal qui renvoie tout valdinguer dans tous les sens. S'agissant de l'ISF, par contre, là, effectivement, qui est un impôt, contrairement à celui de la TVA, qui n'a été imité par personne d'autre dans le monde, nous ne souhaitons absolument pas le rétablir et nous ne souhaitons absolument pas son triplement. S'agissant de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, on a une proposition, je dirais, réaliste, raisonnable, qui ne coûtera pas extraordinairement cher au budget d'État, qui consiste à augmenter l'abattement pour la résidence principale. Parce que ça, c'est l'un des vrais soucis de l'IFI, c'est que beaucoup de Français payent un IFI sur leur résidence principale alors qu'ils ont très peu de revenus. Voilà, nous avons une proposition, je dirais, modérée, raisonnable, qui ne coûtera pas des sommes folles au budget de l'État. La France est un pays qui est un paradis fiscal pour les très riches, donc on leur demande de participer un peu plus. C'est vrai, c'est un pays où il y a le plus de création de millionnaires et de milliardaires, donc ça c'est totalement faux la propagande de dire qu'ils sont hyper taxés, c'est pas vrai, je parle des très riches. Par contre, c'est un enfer fiscal pour les classes moyennes. Donc rétablir effectivement de la progressivité dans l'impôt, remettre l'ISF et soulager les plus pauvres et les classes moyennes, et je pense que la TVA n'est pas du tout un bon impôt, au contraire, ça c'est une vraie politique de justice fiscale et d'efficacité. Merci à tous les quatre d'être venus débattre ce matin sur LCI. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à la partager sur les réseaux sociaux, cette vidéo, pas ma chaîne, mais ma chaîne aussi si vous voulez, et à mettre des petits pouces bleus pour aider la vidéo à monter dans les tendances. Et puis, comme toujours, je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je les lis, sachez-le, ils m'intéressent beaucoup et ils me sont très utiles pour progresser d'émission en émission, donc vraiment n'hésitez pas. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!